écoutez Résonance historique, la nouvelle émission d'information sur les mémoires de l'esclavage, tous les lundis de 19h à 20h sur Radio EMS. Résonance historique, l'émission qui t'aide à déchiffrer le passé, comprendre le présent et façonner le futur. C'est la toute première et pour commencer, je vais me présenter à vous et vous présenter par la même occasion le concept. Je m'appelle Régis, votre hôte pendant toute la durée de l'émission. Directeur d'un tiers-lieu et militant associatif fontenaisien au sein de l'association Un passé trop présent, cette émission est née de l'envie de faire vivre toute l'année les thématiques que nous abordons lors de l'allocution de notre discours annuel chaque 10 mai, date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des traites négrières en France métropolitaine. Accompagné par des professionnels, des élus et des militantes et militants engagés, je me pencherai sur toutes les répercussions historiques et actuelles de l'esclavage et du colonialisme, explorant comment ces forces ont façonné et continuent de façonner nos sociétés, nos cultures et nos vies individuelles. Résonance historique, ce sera aussi des billets d'humeur, des conseils pratiques pour commémorer le 10 mai dans vos villes, des cartes blanches, de la musique, avec notamment des duplex lors des soirées Kalakuta Groove, en partenariat avec le tiers-lieu La Mine, et la retransmission en live du festival Un passé trop présent, qui aura lieu le dimanche 12 mai 2024 au Parc des Épivants à Fontenay-sous-Bois. Alors mets-toi à l'aise, prépare-toi à plonger dans Résonance historique, let's go! Tout de suite, c'est l'interview, là où les voix d'aujourd'hui rencontrent l'écho du passé. Aujourd'hui, notre invité est Théo Lubin, militant associatif de longue date et actuel président du comité d'organisation du 10 mai, pour une discussion qui promet d'être aussi profonde qu'éclairante. Salut Théo. Eh bien, bonsoir Régis. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir que pour la première de ton émission, je sois invité à cette... AMS. Ouais, non mais franchement tout le plaisir est pour moi et en fait pour les auditeurs on va un peu apprendre à te connaître. Donc est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter ? Alors je suis Théo Lubin, oui, président de l'association Comité d'organisation du 10 mai qui a été créée en 2006 suite à l'adoption de la journée nationale du 10 mai comme journée nationale comme c'est dit. Tout à fait. Et donc notre association l'a enregistrée en 2010 et donc depuis, on va dire le début des années 2000, nous commémorons sur la place de la Nation les abolitions de l'esclavage. On avait commencé en 2001 sur la place de la Nation le 23 mai parce qu'avant il n'y avait pas encore cette date de décrétée. Et si je dois dire pourquoi on a mis en place cette association, comité d'organisation du 10 mai, c'est parce que oui, en 2001, la loi Taubira reconnaissait que la traite transatlantique et de l'océan Indien était un crime contre l'humanité. Alors j'entends que maintenant on dit traite négrière, nous on préfère dire traite des Africains déportés, capturés, déportés et mis en esclavage dans les Caraïbes ou les Amériques et l'océan Indien. Et donc, cette loi, en 2001, quand dans son projet, il y avait un article sur les réparations qui a été retiré, c'était l'article 4. C'est ce qui nous a motivés dès 2001 à créer le mouvement international pour les réparations dont j'en ai été membre depuis 2002 en France. Voilà, ça c'est pour te donner un peu le parcours historique de mon histoire au niveau de mon militantisme, puisque je suis régisseur et quand on organise des marches ou des rassemblements place de la Nation ou ailleurs, on ramène toute la logistique, on fait les banderoles et ça depuis 2000. C'est très bien que tu nous aies fait une présentation aussi exhaustive parce qu'en fait tout ce que tu viens de nous dire ça va être un petit peu le fil conducteur de notre entretien et donc justement par rapport à ce comité d'organisation du 10 mai on va dire comment contribue-t-il à la sensibilisation et à la commémoration pour le grand public ? Alors
par l'organisation d'événements, parce que hormis les rassemblements commémoratifs chaque année, nous commémorons. Alors j'aimerais dire que l'association comité d'organisation du 10 mai est une association mémorielle et marronne. Alors mémorielle, pourquoi ? Parce que quand on commémore la date du 10 mai, c'est commémorer l'ensemble des dates. C'est la journée nationale pour commémorer l'ensemble des dates d'abolition, que ce soit de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et aujourd'hui Mayotte, puisqu'elle est devenue un département. Et donc, toute l'année, nous, on appelle ça le temps des mémoires. C'est le temps des mémoires. Dès le 4 février, nous commémorons par exemple la première abolition en Guadeloupe, la première abolition en Guadeloupe. Mais on n'oublie pas que le 28, c'est parce qu'elle date de 1794, la première abolition, mais avant Saint-Domingue, qui était un territoire aussi français, là, je dirais que c'est vraiment la première abolition, c'est en 1793, le 28 août 1793, c'est Pulverel et Félicité Santonax, la convention qui vont abolir la première fois l'esclavage dans ces deux colonies françaises et vendre la Martinique aux Anglais pour ne pas qu'ils aient cette opportunité de l'esclavage aboli. Donc ça n'a pas duré longtemps puisqu'on va le rétablir en 1802. Napoléon va remettre les choses dans l'ordre. Tout à fait. Et donc voilà, c'est un peu pour un rappel historique. Oui, tout à fait. Et après, par la suite, la deuxième abolition a été faite en 1848, mais pour justement que les auditeurs soient un peu plus au fait de l'action concrète en fait du comité d'organisation, est-ce que tu peux nous parler par exemple d'activités ou d'événements précis, notamment avec les publics, avec les scolaires, avec comment vous faites c'est vrai que pour sensibiliser? On n'est pas rentré encore dans le domaine scolaire. En fait, comment on fait pour sensibiliser ? C'est on organise chaque année par rapport à toutes ces dates des événements. Et donc que ce soit des rencontres conférencières, des visioconférences. Chaque année, pour toutes ces dates, on a un agenda dit panafricain dans toute l'année où on commémore chaque année les dates, où on illustre aussi les personnages qu'on appelle les combattants de la liberté, ceux qu'on appelle les marrons, les nègres marrons. Alors nous on dit pas nègre parce qu'on est des nègres, on dit nègre parce qu'on est des négus. Négus qui est beaucoup plus favorable au mot nègre marron. Voilà. Ok, très bien. Et donc du coup, donc là c'est une première entrée en matière, et comme tu l'expliquais dans ta présentation du départ, en fait cette action que vous faites au niveau du comité d'organisation du 10 mai, en fait ça sous-tend aussi on va dire d'autres actions, notamment en faveur des réparations par exemple, et ce que j'ai aussi découvert en fouillant un petit peu sur Internet pour préparer cette émission, tu connais le mouvement international pour les réparations ? Oui, alors c'est pour ça que je l'ai expliqué un peu au début. Tout à fait. Le mouvement international pour les réparations est né de justement le retrait de l'article 4 qui stipulait les réparations dans le projet de loi que Madame Taubira a déposé après en 2001. Et donc, dès cette année-là, s'est constitué ce mouvement international pour les réparations en Martinique, qui est présidé par Monsieur le maire Garcin Malsa, maire honoraire, puisque maintenant il est à la retraite, qui était la maire de la commune de Sainte-Anne. Et dès 2001, il va organiser ce qu'on appelle le convoi pour les réparations. Convoi pour les réparations, ça veut dire qu'il part de la ville de Sainte-Anne et qui va au sud de la Martinique et qui va rejoindre le prêcheur en passant par une douzaine d'étapes des communes en passant par Fort-de-France jusqu'au nord au prêcheur, là où se termine le convoi des réparations qui se déroule chaque année depuis 2001. Et donc, nous, en France, quand le MIR Martinique est né, on l'a constitué en France en 2002. Et donc, on est le MIR France en France. Moi, j'en suis un membre fondateur, mais je ne suis pas dans le bureau. Je fais partie des membres fondateurs. Et donc, vous connaissez Rosita d'Estival, je suppose. Donc, elle, ce serait bien de la Fontenaisienne. Donc, vous pourrez l'inviter, puisque c'est elle la secrétaire du mouvement international pour les réparations France. Très bien. Alors, ce mouvement donc international pour les réparations,
quel type de réparation cherche-t-il à obtenir? Des réparations financières, des réparations symboliques? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Un crime a été commis. La justice, dans le processus judiciaire, normalement, quand un crime est commis, il doit être réparé. Donc là, c'est un crime contre l'humanité qui a été commis. Comme tout crime contre l'humanité, d'autres événements du passé, ils ont été réparés. On ne comprend toujours pas pourquoi en France on se refuse de réparer ce crime alors qu'on veut en faire une reconnaissance que mémorielle. Et la mémoire, justement, les Français ne savent même pas que le 10 mai est une journée nationale. Exemple, les réparations, ça passe par, nous, c'est ce qu'on prône depuis 2006, un jour férié. Pourquoi? Parce que Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, chaque jour de leur commémoration, c'est un jour férié de plus qu'ils ont que le peuple français. Donc c'est. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Le 20 décembre prochain, ce sera une journée fériée sur l'île de la Réunion par rapport à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Alors, c'est un peu anticonstitutionnel parce que c'est pourquoi favoriser un jour férié de plus dans les îles, et alors que la France, on a une journée nationale le 10 mai et que ce jour n'est toujours pas férié. Donc, on s'est battu, enfin, on se bat depuis, mais déjà, on veut pas réparer, même dans ce niveau-là. Alors, financièrement, oui, c'est la première chose qu'on demande. C'est le travail de nos aïeux, de nos ancêtres. Il est quantifiable parce que maintenant, on peut faire notre arbre généalogique. D'ailleurs, le mien, il va jusqu'à 1788. C'est ce que le MIR a fait pour le processus de réparation qu'on a lancé depuis 2005, qui fait qu'aujourd'hui, on est à la Cour européenne. Donc, c'est pour vous dire que après les cassations, les non-lieux, on est passé par tout le processus en France. Là, maintenant, on arrive au niveau international. Et ça va être un autre discours, puisqu'on sait que la France se refuse aujourd'hui de réparer les crimes qu'elle a perpétrés. D'accord, très bien. Donc, du coup, si je résume ce que tu viens de dire, le MIR en fait demande une réparation au niveau pénal et demande des réparations financières, mais pas que aussi. Ben oui, tout à l'heure j'ai parlé par exemple un jour férié, c'est des réparations. Dans les réparations, on veut des excuses de la République, puisque c'est elle qui va la réinstaurer, l'esclavage, même si c'est sous Napoléon. On venait la Révolution, c'est en 1789. Nous, on nous rétablit l'esclavage en 1802, donc on est sous la République et c'est cette République qui vient rétablir l'esclavage pendant 50 ans. Donc pour arrondir les fins de mois et après racketter l'île de Saint-Domingue quand elle va trouver son indépendance en 1825. Ils vont la racketter jusqu'en 1946, je crois. Oui, c'est bien ça. De je ne sais pas combien de millions, qui fait que Haïti aujourd'hui est dans cet état de pauvreté. D'accord, très bien. Y a-t-il il y a aussi ces réparations-là qu'on demande. D'accord, très bien. Après, y a-t-il quand même des actions de sensibilisation auprès du grand public pour justement sensibiliser l'ensemble de la communauté nationale sur ces thématiques? Alors c'est à pas de fourmi, je vais te dire, parce que oui, il y a des actions qui sont menées, mais étant donné que c'est un sujet qui dérange beaucoup, donc peu osent en parler. C'est comme si je parle, un jour on veut être indépendant, là, peu on veut de chez nous dans nos îles, peu voudront en parler, mais nous on est là pour en parler justement parce que après les réparations, c'est ce qu'on vise. Très bien. Y a-t-il eu des victoires significatives? Des victoires significatives du mouvement international MIR. La victoire significative, c'est qu'au niveau international, c'est clair, toutes les diasporas afro-descendantes américaines, caraïbéennes, africaines sont, parce qu'il y a un MIR quand même Bénin, MIR Sénégal, il y a un peu des MIR partout, donc sont sur le même discours. Pour vous faire un rappel historique, en 2001, après que le MIR Martinique se crée, en mai 2001, en septembre 2001, il y a eu la première conférence de Durban contre les discriminations et toute la xénophobie qui est liée. Et à cette époque-là, à cette première conférence, toutes les organisations afro-descendantes ont réclamé des réparations, mais toute l'organisation onusienne, enfin tout ce qui est l'international, ont refusé de l'entendre. En 2009, quand on a fait la seconde
conférence de Durban à Genève, ce coup-ci, c'est pareil, on nous a étouffés pour ne pas qu'on parle de réparation au niveau international. Donc on sait qu'on est pour l'instant mis sous le chapeau parce que on dérange, voilà, avec ce sujet qui est un crime coloniaux, hein, parce que quand je parle de réparation réelle, la France parle de dernière abolition, enfin la République française parle de dernière abolition de l'esclavage en 1848. Nous, on leur rappelle que c'est le 11 avril que la dernière abolition, loi Houphouët-Boigny, a été décrétée. Ça veut dire on arrêtait ce qu'on appelle le travail forcé, une sous-forme d'esclavage moderne. Voilà. D'accord. Donc moi, juste pour un petit peu aussi éclairer les auditeurs sur ces luttes, je sais qu'il y a eu en mars 2023 des avancées, en tout cas au niveau institutionnel dans la ville de San Francisco, où justement au niveau du conseil municipal de cette ville de l'Ouest américain, il y a eu des pourparlers avancés sur la question des réparations. Donc du coup, dans une prochaine émission de Résonance historique, on va essayer de faire le point et que peut-être ces luttes-là pourront inspirer d'autres luttes au niveau international. Donc j'aimerais aussi donc aborder un autre pan de ton engagement militant, c'est la sensibilisation sur les ravages de la chlordécone. Donc la chlordécone, un peu pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un insecticide organocloné utilisé contre le charançon. Donc le charançon, c'est une sorte de coléoptère qui est au pied des bananiers et qui les détruit. Et donc ce chlordécone a été classé comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Et en Guadeloupe et en Martinique, le chlordécone a été utilisé massivement dans les plantations de bananes entre 1972 et 1993, malgré son interdiction aux États-Unis dès 1976 et en France métropolitaine en 1990. Vous pouvez donc facilement comprendre qu'il y a eu énormément de conséquences au niveau environnemental et sanitaire. Il y a eu aussi des scandales et des répercussions, notamment de la part des populations locales qui ont intenté des actions en justice. Maintenant, on va revenir un petit peu sur toi, ton investissement par rapport à ça. Je sais que ça a été au cœur de ton actualité de ces derniers mois. Quelles étaient donc tes revendications et les revendications des manifestations qui étaient avec toi justement sur ce sujet? Alors, disons que comme dit le comité d'organisation, on est un comité d'organisation pour, disons, assister toute autre organisation dans notre mouvance, militer. Donc, quand on traite le sujet du chlordécone, ça fait des années, puisque déjà je vous ai parlé du maire Garcin Malsa, qui est un maire écologiste. C'est le premier qui le dénonçait déjà dès 2006 quand on l'invitait à nos marches de commémoration du 10 mai. Et c'est vrai que cette histoire, ça date depuis les années 60, on va dire, puisque après les indépendances, on va dire africaines, en Guadeloupe et en Martinique, on avait quelques velléités aussi de penser à notre indépendance. Et en 1967, il y a eu le massacre de mai 67 sur les ouvriers agricoles, enfin sur les ouvriers en général, pour tuer un leader en fait qui s'appelle Jacques Nestor. Et pourquoi j'en viens à dire ça, c'est parce que à cette époque-là, les castes dominantes, qui veut dire les anciens propriétaires d'esclaves, savaient que il y avait un produit qu'on utilisait, un produit chlordéconé. Le chlordécone était un produit nocif. Et donc, pour nous, c'est un programme qu'ils ont mis en place, cette caste qu'on dit béquet, pour pratiquer ce qu'on appelle la terre brûlée. Ça veut dire, puisqu'ils veulent leur indépendance, si dans 20 ans ils veulent ou 30 ans ils veulent leur indépendance, avec le chlordécone qu'on va continuer à contaminer, même si c'est interdit, on va voir s'ils vont pas continuer à acheter nos produits en France. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Et aujourd'hui, ça fait que 95% de la population, que ce soit guadeloupéenne ou martiniquaise, est contaminée.
Et donc, c'est une catastrophe sanitaire, un crime même sanitaire et environnemental, puisque c'est les eaux qui sont polluées, c'est les sols qui sont pollués, c'est le littoral qui est pollué. Et donc, oui, alors maintenant, depuis quand que je milite dessus, c'est depuis que l'affaire des 7 de Océanie, c'est des jeunes militants qui se sont fait arrêter en 2019. Et en 2019, pour les soutenir, on a organisé une marche à Paris de République à Nation, dénonçant déjà le chlordécone. Et depuis, chaque année, j'ai reçu les organisations, que ce soit les collectifs des ouvriers agricoles martiniquais empoisonnés par les pesticides, que ce soit Zéro Chlordécone, Zéro Poison, que ce soit toutes les organisations martiniquaises qui sont ensemble déjà aussi avec le MIR. Toutes les manifestations depuis 2018, on les a poursuivies et qui a découlé cette année, comme tu dis, à l'événement où l'Union syndicale solidaire et Sud PTT nous ont conviés à organiser un atelier dans le cadre de l'université d'été des mouvements sociaux et solidaires qui s'est passé au mois d'août, où on a organisé un atelier chlordécone, vérité, réparation. Et avant ça, on avait publié un manifeste avec plusieurs intervenants comme Ferdinand, Clémentine, enfin plusieurs intervenants. Je vous donnerai les liens peut-être après pour que vous ayez plus d'informations. Mais voilà, c'est pour dire que oui, on est bien sur la lutte et on a organisé en soutien le 28 octobre à Paris sur la place de la Nation. Dans le cadre de la semaine en Martinique pour dénoncer le chlordécone, avec les syndicats, nous avons organisé un rassemblement place de la Nation le 28. Et justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, il y a des propositions qui ont été faites à des responsables politiques nationaux, comme par exemple Fabien Roussel du Parti communiste français. Est-ce que tu es au courant de ça ? Alors bon, ils suivent l'affaire, mais en sous-marin, on va dire, puisque l'année dernière, on était avec c'est Mélenchon qui était sur notre scène, puisqu'on était avec Monsanto. On a organisé une marche République Bastille. C'était le 26 mai 2022. C'est Mélenchon qui est quand même venu en parler, puisque disons qu'on lui a donné la scène pour. Et on a organisé cette marche. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est une lutte qui nous tient à cœur, parce que ce sont les conséquences de l'histoire coloniale. Donc le code noir n'est pas encore été abrogé ou aboli, on va dire. Bon, après voilà. Donc du coup justement, par rapport à ça, il y a quand même des actions en justice qui ont été menées et par justement les différentes victimes, les différents protagonismes de l'histoire. Et la question que je souhaiterais te poser, c'est pourquoi les juges d'instruction du pôle de santé du tribunal judiciaire de Paris ont-ils prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement du chlordécone ? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça fait depuis 2005 avec le mouvement international pour les réparations, on est passé par toute la procédure. Ça veut dire que là, c'est le non-lieu. Il n'y a même pas de cassation. Ça veut dire c'est carrément non-lieu. Ça veut dire il n'y a pas de suite ni au tribunal administratif ni au tribunal pénal. Donc ça veut dire qu'on doit mobiliser les victimes. On doit mobiliser pour faire le groupe d'action, c'est le groupe de pression juridique qui permettra de nous en envoyer, qui nous permettra de poursuivre l'action en justice. Ok, très bien. Donc justement, il nous reste encore pas beaucoup de temps. Moi, ce que je voudrais dire aussi aux auditeurs, que tous ces mouvements, toutes ces luttes, en fait, ont besoin de justement d'avoir un écho plus large, ont besoin de bénévoles aussi et de militants pour soutenir l'action, parce que encore une fois, c'est en popularisant ces thématiques que toutes les victimes en fait collatérales de la diffusion du chlordécone et autres pourront être entendues. Donc du coup sur ces belles paroles, Théo, franchement je te remercie énormément de ton témoignage, de l'amitié que tu as faite de venir à cette première émission de Résonance Historique. Et donc tu vas
ouvrir le bal, parce que à chacun de nos invités, nous allons leur demander de diffuser un son et de nous expliquer les raisons pour lesquelles ils diffusent ce son. Je t'écoute. Alors, je pensais qu'on l'aurait écouté avant, mais je peux en parler tout de suite. Hein. Ça s'appelle l'hymne aux réparations. L'hymne aux réparations ça veut dire, ça regroupe plusieurs musiciens et plusieurs militants qui vont créer cet hymne, et c'est sorti en 2010, je crois, 2009, 2010. Et c'est vrai que c'est pas publié on peut pas le chasamer, on peut rien faire, on peut pas le trouver comme ça. Et donc c'est un titre, qui est très peu connu, et vous allez l'entendre. Et je vous dirai après vraiment quand vous aurez compris, parce que c'est en créole. Voilà ce que ça veut dire. Qualité dans un seul unité pour liberté pays. En nous debout de votre drapeau, pour nous demain debout. Pour peuple toute nation. Criez ça fort. Criez ça fort. Martinique, on s'est s'arrêter pour pas perdre dignité. Patriote, levez pour chanter, levez chanter, réparation, jusqu'à temps solaire il levé. Criez ça, criez libération, réparation, révolution, criez ça fort, maman. Peuple Martinique, en nous tout bout. Faut mettre nous lever du bout. Lever du bout pour pays. Lever du bout pour drapeau nous. Lever du bout pour nation nous. Pour diviner yish nous et tish nous. En nous tout bout. Tout bout, pas tout. Tout bout, kiyak. Résonance historique sur Radio Rems, vous venez d'écouter l'hymne des réparations, donc un son qui a été proposé par notre invité Théo Lubin. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur cette musique? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce qu'on n'a pas tout compris? En fait, cet hymne a été créé par le Mouvement international pour les réparations en 2010. Si je me souviens bien, c'est deux titres, Miss Jess, ça s'appelle. Et c'est pour ça que personne peut le trouver. Mais ce premier titre, ils ont fait deux EP, on va dire. Et ce premier titre, c'était l'hymne aux réparations, qui veut dire que c'est ce que les marcheurs dans le convoi pour les réparations chantent avec les tambours. Donc c'est une hymne qu'on évoque, qui, si vous comprenez le créole, qui demande de crier fort que c'est les réparations qu'on veut. Ok. Et donc justement, par rapport à ça, on disait en aparté que il y avait quand même un complément d'information que tu voulais donner justement sur les réparations. Oui, alors c'est vrai que depuis 2005, on a lancé qu'on a mis en procès l'État français pour ce crime contre l'humanité, on en est arrivé à la Cour européenne.
L'année dernière, dans le cadre du Global African Congress, c'est un congrès qui se déroule à l'international dans les Amériques, et le MIR a participé avec toutes les organisations afro-caribéennes et afro-américaines pour justement discuter de ces réparations. Et ce jour, on a créé un site qui s'appelle stenjustice.org. ST qui veut dire mettre en procès, ESTER, EN, justice comme justice.org, où il y aura toutes les informations et tous les afro-descendants d'origine, comme la loi 2001-434 dite Taubira l'indique, qu'ils soient d'Afrique, d'Amérique, de l'océan Indien, malgache, des Caraïbes, tous peuvent rester en justice parce qu'il y a une loi. La France est le premier État dans le monde à avoir légiféré sur un crime contre l'humanité qui a été l'esclavage. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, ils en sont pas encore à ce point-là. Mais par contre, on invite tous les afro-descendants déjà d'Afrique, de notre diaspora francophone, à même si elles sont pas francophones, notre loi permet aux afro-descendants de porter une plainte collective. Et il y a des chiffres un peu sur ce site ou pas Alors, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres puisque c'est vrai qu'il n'a pas été communiqué comme il aurait dû être communiqué. Donc, il y a déjà de Martinique et Guadeloupe et de la Guyane des gens inscrits. Il y a quelques centaines de gens inscrits. Mais notre objectif, c'est au moins 2000 requérants pour qu'on puisse lancer la procédure. Et dans la procédure, on demandera un frais d'inscription quand on aura atteint ces 2000 requérants. Et dans cette procédure, il y aura une généalogie de pratiquer pour aller rechercher quelques ancêtres, enfin quelques aïeux qui ont été victimes de l'esclavage. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est en 2000, enfin j'ai pas la date exacte, mais c'est dans les années, la dernière décennie que lors de la procédure que la justice a demandé de prouver que on avait un aïeux esclave. Et comme je dois faire court. Oui. Alors voilà, c'était juste pour dire que pour prouver qu'on a un aïeux esclave, j'ai été obligé de faire ma généalogie qui m'a emmené jusqu'à 1788. Il y a d'ailleurs d'excellents reportages documentaires sur France Télévisions qui ont montré cette démarche de recherche généalogique. Ah, alors je les ai pas encore vus, alors c'est bien de me les rappeler, comme ça je pourrais m'en servir pour sensibiliser. Pour sensibiliser, parce que c'est important. Voilà. Ok, très bien. Bah merci encore Théo pour cette interview riche. On essaiera de mettre en lien différentes sources dont on a parlé, notamment le site stenjustice.org. Voilà. Dans notre billet d'humeur du soir, nous explorerons l'île de Mayotte, aussi connue sous le nom de l'île aux fleurs. Préparez-vous pour un plongeon rapide mais profond dans la réalité complexe d'un peuple à la soif insatiable dans un océan d'abondance. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une réalité déchirante à Mayotte. Une île où l'abondance naturelle contraste cruellement avec la crise humanitaire et sociale profonde. L'eau, source de vie, est devenue un bien rare, presque un luxe pour les habitants de cette île entourée par l'océan. L'urgence de la situation est alarmante. La sécheresse historique, la pire depuis 1997, a plongé l'île dans une crise de l'eau sans précédent. Les habitants, privés d'eau courante 2 jours sur 3, sont désespérément en quête de solutions. Les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les malades, les personnes âgées, sont les premières victimes de cette pénurie. La responsabilité des autorités est indiscutable. Le manque d'investissement dans les infrastructures, malgré les avertissements répétés, a conduit à cette situation critique. Les retenues collinaires essentielles à l'approvisionnement en eau sont à un niveau dangereusement bas. Les implications politiques et foncières ajoutent une couche de complexité. Les enjeux de pouvoir entravent la construction d'infrastructures vitales, laissant la population dans un état de désespoir. Au carrefour de la crise de l'eau et des inégalités sociales, Mayotte est une île en tension. Les inégalités d'accès à l'emploi, aux droits,
à la santé et aux services publics exacerbe la crise. Le sentiment d'abandon parmi les habitants est palpable. L'appel du CESE, Conseil économique, social et environnemental, pour une reprise des travaux législatifs en vue d'une loi de développement accéléré pour Mayotte est un cri d'alarme. Cette loi est essentielle pour répondre aux défis démographiques et sociaux de l'île. Le CESE souligne la nécessité d'un investissement de l'État à long terme, au service d'un développement durable de l'île. Cela implique de respecter l'égalité républicaine entre les citoyens et l'état de droit sur l'ensemble des territoires. 5 axes prioritaires ont été identifiés. Augmenter les moyens humains et budgétaires, prioriser l'éducation et la protection de la jeunesse, améliorer l'offre de soins et les prestations sociales, accélérer la construction de logements et d'équipements publics, et renforcer la protection de l'environnement. La crise de l'eau est un symbole plus large. Elle reflète un manque de planification, d'investissement et d'attention aux besoins fondamentaux de la population de Mayotte. Je termine par un appel à l'action. Il est crucial que le gouvernement reprenne et accélère les travaux législatifs pour le développement de Mayotte. Chaque jour de retard aggrave la crise de l'eau et les inégalités. Mayotte mérite d'avoir un avenir où l'eau, l'éducation, la santé et le bien-être ne sont pas des luxes, mais des droits fondamentaux. Chères auditrices, chers auditeurs, l'heure est à l'action. Pour Mayotte, pour son peuple et pour son avenir.
malo malo. If you want go wash, now what are you go use? To pa fe sebe, oh milo malo. If you want cook soup, now what are you go use? Bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Radio Ems, c'est Résonance Historique, l'émission d'information mémorielle sur les esclavages et la traite négrière à travers le temps. Un sujet lourd mais essentiel. Aujourd'hui dans Carte Blanche, un clin d'œil spécial à Francis Ngannou, ce titan des rings qui a récemment brillé contre Tyson Fury. Un hommage en slam à ce champion qui incarne la force, le courage et l'inspiration. Résonance historique, là où les voix du passé rencontrent les héros d'aujourd'hui. Dans la vaste étendue de la vie, où la destinée se tisse en fil subtil, s'élève un homme, un titan aux épaules de granit. Francis Ngannou. Ombre et lumière, force brutale et générosité sans limite. Par la simple puissance de son être, il devint l'écho du monde entier, son histoire se répercutant dans l'infini. Ainsi, je célèbre cet homme, cette montagne de résilience et de vision, portant en lui un panache indompté, une flamme imperturbable que ni le tumulte ni le temps ne sauraient éteindre. Il danse, se meut avec férocité dans la cage d'acier, symbole vivant d'une lutte éternelle, l'éclat d'une victoire toujours possible. Francis, toi dont le nom résonne comme un hymne d'espérance, tu deviens le phare qui guide, un modèle pour les âmes en quête. Ta légende, tel un cri dans la nuit, inspire et élève, révèle des possibilités insoupçonnées. Comme le disait le sage Coelho, tu as su bâtir ta légende personnelle, tissant à chaque geste, à chaque mot, un héritage inestimable pour nous tous. Et quel parcours! De la poussière des rues à la gloire des arènes, un voyage où chaque épreuve a été gravée comme une ligne de plus à ton épopée. Tu n'es pas qu'un champion, tu es un ambassadeur de l'effort, de la volonté, de la foi en soi. Et cette foi, tu l'as transformée en acte, en un mouvement concret pour l'évolution de ton pays, de ton continent. L'humble berceau d'une enfance camerounaise s'est transformé en berceau de rêve pour la jeunesse d'Afrique. En élevant un centre de MMA à Douala, tu as offert un horizon, une chance, un cap à suivre. Alors, en cet instant solennel, je rends hommage à celui que tu es et celui à qui tu aspires de devenir, Francis. Tu as semé l'espoir, tissé une constellation d'inspiration pour les générations futures. Ton parcours est une lueur d'aurore dans l'obscurité du doute, un phare dans l'immensité de la mer humaine. Francis, même dans les moments les plus sombres, tu resteras pour un bon nombre d'entre nous un guide, un grand frère en esprit. Que ton nom résonne dans les siècles, que ta légende éclaire la voie des guerriers à venir. Et je prie pour ta réussite, pour ta quête noble et intègre, que les ancêtres entendent ces mots et qu'ils t'accordent leur bénédiction éternelle. Après ce voyage au Panthéon africain, nous redescendons sur Terre pour les bons plans du mois. Alors, là, le bon plan du mois, c'est comment commémorer le 10 mai dans votre ville. Alors, pour commémorer le 10 mai dans sa ville, c'est assez simple et complexe à la fois, donc je vais te donner plein de détails précis. Alors, écoute. Donc, premièrement, il y a des démarches administratives à faire. Les démarches administratives, avec la vérification des règlements locaux. Tu peux contacter la mairie ou l'autorité locale pour connaître les règles spécifiques à l'organisation d'événements publics. Tu peux également demander un permis si c'est nécessaire, donc ça c'est très facile, faut simplement appeler la mairie. Ensuite, il y a un petit plan de communication, en fait, tu vois, c'est assez simple, tu peux utiliser les réseaux sociaux, le journal de la ville, le bouche à oreille avec tes potes et ta famille pour commencer à enthousiasmer les gens sur cet événement. Surtout, un conseil, mets l'accent sur l'aspect historique et culturel de l'événement. Ensuite, un point aussi important, c'est de recruter des bénévoles. Donc là, les bénévoles, ça peut être ta famille, tes amis. Tu lances un appel pour t'aider ou pour aider l'association dans laquelle tu t'es inscrite pour la gestion de l'événement. Donc après,
l'événement, il faudrait essayer de le faire dans un lieu un peu symbolique, de regarder s'il y a par exemple une adresse ou un monument ou une rue ou un bâtiment qui fait référence à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et tu peux te lancer comme ça. Autre chose à prévoir concernant l'événement en lui-même, soit un petit discours, tu peux prévoir un discours, un texte. Tu peux prévoir aussi une performance artistique, comme par exemple un petit concert, une lecture de poésie ou une représentation théâtrale, en faisant appel à des artistes locaux de ta ville. Comme ça permettra aussi de faire venir du public et justement buzzer, comme on dit, sur cet événement. Ensuite, ne ménage surtout pas tes efforts à aller voir les gens et à faire participer la population de ton quartier, de ta ville. Donc ça veut dire que tu peux discuter avec les gens, tu peux partager des histoires personnelles de personnes qui ont été des marrons ou qui ont été des figures importantes de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Et tu peux aussi, comment dirais-je, en parler aussi devant les établissements scolaires, que ça soit les collèges, les lycées, et comme ça fera boule de neige et ça fera venir des gens. Enfin, pas besoin de beaucoup d'argent, hein. C'est-à-dire que même en vérité, avec ton téléphone pour relayer sur les réseaux sociaux, ça suffit, ou alors d'interpeller la ville pour qu'ils puissent faire un petit article dans le journal. Ça c'est vraiment très bien. En tout cas, moi, ce que je te recommande, c'est de privilégier les canaux gratuits comme les réseaux sociaux ou alors le bouche à oreille. Encore une fois, si tu as besoin de matériel aussi, pas besoin aussi de dépenser beaucoup, tu peux aussi faire un appel aux dons, aller dans des associations ou des boutiques, un peu de solidarité pour avoir du matériel, pour organiser ta scénographie ou un peu pour décorer la place où tu souhaites faire la commémoration. Et puis encore une fois, c'est vraiment pas une question d'argent, il y a vraiment tous les budgets. Donc voilà, l'objectif, hein, toute manière, c'est de créer un événement qui renforce en fait ta conviction de pouvoir commémorer, de mettre en place cet événement qui est assez important et qui sensibilise un maximum de gens à cette histoire. Voilà. Donc j'espère que tu prendras bonne note de ce que je viens de te dire, et de toute manière j'en ferai un document prochainement que je mettrai aussi en description sur le site de Radio Ems. Voilà. Donc après ces bons plans, on va continuer avec Reflet culturel. Donc Reflet culturel, en fait, c'est Résonance culturelle, qui t'invite à capter l'essence de l'art et de la culture. Et à travers ce que je vais te dire, je vais te présenter en fait les pépites du mois. Donc je commence par te parler de l'exposition Oser la liberté au Panthéon, qui est ouverte jusqu'au 11 février 2024. Cette exposition rend un hommage poignant aux figures héroïques de la lutte contre l'esclavage. De Toussaint Louverture à Aimé Césaire en passant par Joséphine Baker, elle retrace 4 siècles de combat pour la liberté. Grâce à des archives, des tableaux et des installations audiovisuelles, cette exposition offre une expérience immersive qui rappelle l'importance des luttes toujours d'actualité. Donc le deuxième bon plan que je souhaiterais soumettre, donc ça c'est le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui a eu lieu le 15 octobre 1983. Donc un groupe de jeunes a entrepris une marche à travers la France pour dénoncer les violences racistes et revendiquer l'égalité des droits. Cette marche, qui a marqué l'histoire sociale et la politique française, est commémorée cette année. Donc c'est au musée de l'immigration à Porte Dorée. Je t'invite vivement à y aller. Un autre événement culturel captivant, c'est la lecture musicale Kay, Lettre à un poète disparu, à la Maison de la Poésie à Paris, qui a lieu donc justement demain le 5 décembre. Lamine Diagne et Mathieu Verdeil, accompagnés de musiciens, rendent hommage à Claude McKay, figure emblématique de la Harlem Renaissance.
Cette fusion de musique et de création visuelle explore les thèmes comme l'identité et la transparence. Et aussi, un autre incontournable, c'est l'exposition Black Indians de la Nouvelle-Orléans au musée Quai Branly Jacques Chirac. Donc ça aussi, c'est pour justement voir un peu la vie des Amérindiens et des Africains. C'est aussi une adresse que je te recommande. Et enfin, la soirée Rofo Jazz à la Grange de Dîmes, donc c'est dans le Val d'Oise, qui célèbre en fait la musique jazz à travers tout un florilège autour de l'art, de la musique et de l'histoire. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci à Théo Lubin, coordinateur du comité d'organisation du 10 mai. Donc merci beaucoup pour ta participation, voilà, qui est pour le coup historique. Un grand merci aussi à David et à Franck pour la technique, et surtout un big up aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été nombreux et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous en direct le lundi 8 janvier 2024 à 19h avec une émission toujours plus riche de contenu et avec plein de surprises. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission lundi prochain à 19h ou en replay dès demain sur notre plateforme podcast. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur les réseaux Facebook, Instagram, X. Merci, bonne soirée à vous. Restez à l'écoute de Radio Ems dans quelques instants. Studio Visite, suivi de British Connection et de Club M, le mix avec David.